Bonjour à tous, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire du CoLead sur l'accès au financement qui porte le titre de Sélectionner l'option de financement adapté à votre projet agricole. Aujourd'hui, le webinaire numéro 3 d'une série de 4 webinaires sur l'accès au financement, donc qui porte le titre aujourd'hui de Sélectionner l'option de financement qui sera la plus adaptée à votre projet agricole. C'est un webinaire qu'on organise en collaboration avec notre expert local Claude. Claude, je te laisse la parole pour démarrer. D'accord, merci Brice. Bonjour à tous et soyez tous la bienvenue. À ce webinaire sur l'accès au financement, le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, ce sera sélectionner l'option de financement adaptée à votre projet agricole. Dans le cadre du déroulé du présent webinaire, nous aurons une première introduction où Brice va nous dérouler un peu une présentation du COLID, les objectifs poursuivis par le présent webinaire. À la suite de cette introduction, nous ferons un petit rappel du dernier webinaire que nous avons eu ensemble où nous parlions des options de financement et des critères d'éligibilité. Et nous entrerons naturellement dans le plan de résidence qui sera de déterminer la bonne option de financement. Ce sera vraiment le cœur du présent webinaire. Et ensuite, nous aurons un résumé et une déclinaison des prochaines étapes qui suivront ce webinaire. Naturellement, avant de clôturer le webinaire, nous nous ferons un devoir de pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous aurez mentionnées dans le chat, notamment dans la rubrique questions-réponses qui est abrégée QR. Donc, sans plus tarder, je vais laisser redonner la parole à Brice pour qu'il nous fasse une brève présentation sur le COLID, l'intérêt même d'avoir mis en place cette série de webinaires et les objectifs poursuivis euh, par le présent webinaire. Merci Claude. Merci Claude, top. Donc je vais commencer comme d'habitude par faire un bref rappel sur qui est le Colide pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Donc très courte intro, nous appelons le COLID, Coléade, parfois prononcé ainsi. Nous sommes le comité de liaison entrepreneuriat, agriculture, développement. C'est une ASBL du secteur privé qui est dédiée au développement du secteur agricole via des activités de renforcement de capacité pour le secteur privé et public. Notre mission, c'est de favoriser la contribution du secteur agricole à l'atteinte des objectifs de développement durable de façon générale. Nous sommes un réseau et aussi une boîte à outils pour les acteurs du secteur agricole. Une boîte à outils parce que nous fournissons, comme je l'ai dit, de l'assistance technique, mais aussi des formations via une plateforme dédiée et des outils comme des itinéraires techniques, des guides de protection des cultures, des études de marché, etc. Nous sommes aussi un réseau qui rassemble plus de 500 membres dans 50 pays. Nous sommes dans l'écosystème depuis 50 ans avec aujourd'hui plus de 80 personnes réparties dans 4 bureaux et des relais nationaux dans tous les pays. Nous sommes aussi un réseau de plus de 1200 experts qui sont là pour vous aider sur tous les sujets. Santé des plantes, certification, production, gestion des affaires, en gros, toutes les thématiques que vous pourrez rencontrer si vous êtes un acteur des chaînes de valeur agricoles. Nos principaux bailleurs de fonds, ceux qui nous financent, sont l'Union européenne et l'Organisation des États ACP. Ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Fit for Market Plus, qui est, lui, financé par l'Union européenne. Revenons, maintenant que c'est clair qui est le Colide, au sujet du jour, l'accès au financement. Alors, nous savons tous que l'accès au financement est un énorme problème dans l'agriculture. C'est pourquoi le Colide soutient depuis des années les MPME, donc les micro, petites et moyennes entreprises, dans leur quête de financement externe. Comme vous le savez, vous devez être prêt pour l'investissement afin d'obtenir avec succès des financements externes. Et pour devenir prêt à l'investissement, vous devez cocher un certain nombre de cases. Avoir un modèle économique valable, un plan d'affaires solide, un plan financier, et ensuite seulement vous pouvez identifier et vous engager dans des discussions avec des sources de financement pour sécuriser ce financement. Le truc, c'est que tout le monde n'a pas la même maturité en termes de préparation à l'investissement. C'est pourquoi, afin d'aider nos partenaires bénéficiaires à cocher ces cases et à obtenir des financements, le Colide a développé une série de supports de formation structurés au travers d'un parcours de préparation à l'investissement. C'est le parcours que vous voyez ici à l'écran. En fonction de votre maturité, vous pourrez choisir la formation qui vous aidera à passer à l'étape suivante.
Le webinaire d'aujourd'hui est conçu pour les organisations qui en sont déjà à l'étape 3, c'est-à-dire l'étape de mise en relation. Ils ont donc déjà un modèle économique valable que vous pouvez voir à l'étape 0. Ils disposent d'un plan d'affaires ou business plan solide, un document d'au moins 10 pages dans lequel vous décrivez votre plan de développement pour l'entreprise. Et ils disposent aussi d'un plan financier solide, que vous voyez ici à l'étape 2. Un plan financier solide, c'est quoi? Ce sont des projections financières réalistes qui étayent votre plan d'entreprise dans un fichier Excel typiquement. Donc pour ceux d'entre vous parmi les participants qui n'ont pas encore de modèle d'affaires valide, de business plan ou de plan financier, bonne nouvelle, nos formations sont déjà en ligne et vous aideront à atteindre cette phase. Nous vous partagerons un document dans le chat qui vous permettra d'avoir accès à ces différentes formations. Maintenant, pour les organisations d'entre vous qui sont prêtes à rencontrer des sources de financement et à passer à l'étape numéro 3, vous êtes au bon endroit. Nous avons mis au point une série de 4 webinaires, l'épisode d'aujourd'hui étant le numéro 3, et je vais vous présenter rapidement dans la prochaine diapositive euh, en quoi consistent ces 4 webinaires. Donc, pourquoi 4 webinaires spécifiquement sur cette étape 3 de mise en relation? Eh bien, parce que identifier la bonne source de financement, c'est à la fois important et complexe. C'est un processus qui peut être résumé en 4 étapes. Pour la première étape, nous avons déjà organisé un webinaire qui présente 4 plateformes où vous pouvez trouver des sources de financement qui se concentrent sur les chaînes de valeur agricole. Ce webinaire, vous le verrez si vous le regardez, vous permet de comprendre comment fonctionnent ces plateformes pour identifier qui sont les sources de financement qui seraient pertinentes pour vous. Néanmoins, après ce premier webinaire, on a réalisé que l'audience restait avec une question. Une fois qu'on a une liste de sources de financement disponibles dans notre région, comment comprendre qui elles sont, ce qu'elles offrent et qu'est-ce qu'elles font concrètement? C'est pourquoi nous avons organisé les 3 webinaires suivants. Le dernier webinaire, l'épisode 2, déjà disponible sur notre playlist YouTube, on va vous envoyer le lien dans le chat, s'est concentré sur la compréhension des différents instruments financiers et leurs critères d'éligibilité. Qu'est-ce que c'est un prêt? Qu'est-ce que c'est un investissement en fonds propres? Comment est-ce que je peux accéder à ces outils? Tout est dit dans le webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui, le numéro 3, va vous présenter comment choisir parmi ces différents instruments de financement celui qui est le plus pertinent pour votre projet agricole. Enfin, dans le webinaire prochain, le dernier de la série, qui aura lieu le 9 juillet, nous vous donnerons les outils pour vous engager avec succès auprès de la source de financement que vous aurez sélectionnée. Donc, la section d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui est vraiment dédié à comprendre quel est l'instrument financier qui correspond le mieux en fonction de votre projet actuel. Voilà, vous m'avez déjà entendu parler de plusieurs termes techniques comme source de financement, type de financement, instrument de financement, option de financement. Ça peut prêter à confusion et c'est pour ça que je vais prendre un rapide moment pour clarifier ces différents termes, la différence entre eux et comment est-ce qu'ils interagissent. On peut passer à la slide suivante, Claude. Celle-là encore après. Voilà, parfait. Donc, avant de plonger dans le contenu du webinaire, un bref rappel du vocabulaire. Un instrument de financement spécifique, par exemple un prêt à court terme de 50 000 dollars, appartient typiquement à un type de financement. Ici, c'est une dette. Ça aurait pu être en fonds propres, qu'on appelle en equity en anglais. Cet instrument de financement, qui appartient à un type de financement, provient d'une source de financement. Les sources de financement, ce sont les banques locales, les fonds, les organismes qui donnent des subsides, toute une série de sources de financement différentes. Et enfin, cet ensemble, un instrument de financement qui appartient à un type de financement qui est émis par une source de financement, représente pour vous, en tant qu'entreprise, une option de financement pour votre projet agricole. Ici, par exemple, pour financer vos intrants. Voilà. Maintenant que c'est un peu plus clair, et si ça ne l'est toujours pas, je vous invite à retourner au webinaire précédent. On peut passer à la slide suivante pour vous expliquer pourquoi il est important d'identifier la bonne option de financement pour les agribusiness. Pourquoi ne pas juste choisir celle qui vous offrira le plus vite, le plus rapidement un financement. Eh bien, choisir la bonne source de financement, la bonne option de financement pour votre projet, ça a 3 bénéfices potentiels. Le premier, c'est augmenter les chances d'obtenir un financement. Par exemple, si vous n'avez pas une garantie, ce sera difficile d'obtenir un financement sur un prêt à long terme auprès d'une banque. Typiquement, ces organismes, pour ce genre d'option de financement, vont requérir que vous ayez une garantie, un collatéral. Donc, aller vers la bonne source de financement qui est adaptée à votre projet vous permet d'essuyer moins de refus.
La deuxième raison, c'est que ça vous permettra de trouver des conditions de financement favorables. Par exemple, si votre entreprise a un impact sociétal positif, vous pourriez être éligible à un fonds d'impact qui typiquement offre des taux d'intérêt plus attractifs, qu'on appelle aussi finances concessionnelles. La troisième raison, c'est celle qui vous permet de tirer parti d'un soutien extra-financier. Donc, au-delà du soutien financier, du financement, vous pourriez aussi, si vous trouvez l'option de financement qui est adaptée à votre projet, obtenir des services gratuits. Par exemple, du réseautage. Donc, vous présentez à des partenaires pertinents pour vous. Ou par exemple, dans le cas d'un fonds impact qui investirait chez vous, qui vous prêterait de l'argent, vous pourriez obtenir gratuitement de l'assistance technique et donc du soutien, des services qui vont vous amener à vous développer plus rapidement. Voilà, maintenant que c'est clair qu'il est important d'identifier le bon financement pour votre projet, j'aimerais passer à la slide suivante qui va aborder les différentes étapes du webinaire d'aujourd'hui. Nous avons largement contribué à l'introduction maintenant et ça devrait être clair pourquoi, en tout cas quels sont les objectifs du webinaire aujourd'hui. Ensuite, nous avons les trois chapitres suivants qui sont un bref récapitulatif des différentes options de financement. Ensuite, le cœur du webinaire où on passera le plus de temps pour identifier la meilleure option pour votre projet, donc en fonction de votre situation. Et puis, on passera à un résumé, les prochaines étapes et puis les questions et réponses. Voilà, je pense que j'ai assez parlé et voici enfin le moment où le vrai expert, Claude, prend le micro. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Claude pour l'organisation de ce webinaire et Claude, je te laisse la parole. D'accord, merci Brice. Donc, vous l'avez bien compris, j'ai une certaine expérience sur les problématiques de recherche de financement dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, et c'est dans ce cadre que j'ai un immense plaisir à animer ce webinaire. Donc, mais avant de parler de sélection de webinaire, d'options de financement, autant pour moi, vous conviendrez avec moi qu'il est très intéressant d'avoir à l'esprit les options de financement et les critères d'éligibilité. Donc, il serait donc intéressant pour nous de faire un petit rappel de ce qu'on s'est dit le webinaire précédent sur les options de financement pour pouvoir bien les garder à l'esprit tout au long du présent webinaire quand nous parlerons de la sélection proprement dite. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour pouvoir financer son entreprise, il y a plusieurs solutions possibles. Il y a de l'autofinancement, il y a du crédit fournisseur, il y a des avances clients, il y a des prêts qui peuvent être à court et à long terme. Et ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier de financement les plus classiques, les plus courants. À côté de ce type de financement, nous avons également des financements qu'on pourrait qualifier d'alternatifs qui contribuent également à financer l'entreprise. Elle se regroupe autour des grands ensembles que sont les investissements en capitaux propres et les subventions et aides aux entreprises publiques. Donc, n'hésitez pas à regarder le webinaire de la dernière fois pour pouvoir, portant sur les options de financement, les critères de financement, pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces éléments. Nous avons également vu, pendant le même webinaire, quelques critères de financement. Vous devez vous rappeler de notre petit tableau synthétique qui donnait au niveau de la première ligne les différents instruments de financement qu'on a vus de en long en large, mais également les critères d'éligibilité à ces instruments de financement-là. En termes de légende, vous vous souvenez, on avait dit que le X, comme ici, montrait que le critère était un élément obligatoire et le X entre parenthèses démontrait que le critère était un élément optionnel qui pouvait ne pas être exigé. Et De Witt revenait à dire il n'y avait pas d'obligation à valider ce critère. Donc, comment lisons-nous ce tableau? Si nous prenons par exemple le prêt à long terme ici, nous verrons que la conformité juridique et réglementaire est un élément obligatoire pour pouvoir y prétendre. La documentation également est un élément obligatoire. La capacité de remboursement est un élément obligatoire. L'historique crédit ou la notation crédit est un élément obligatoire. Les garanties est un élément obligatoire, avoir des garanties. Le potentiel de développement de l'entreprise était un élément obligatoire. La gouvernance de l'entreprise était un élément obligatoire. Et l'impact, c'est-à-dire les résultats non financiers que pouvait produire l'entreprise, pouvaient être, dans certains cas, un élément obligatoire ou pas.
Par contre, quand nous allons sur la subvention d'aide à la création d'entreprise, par exemple, nous verrons que la conformité juridique est un élément obligatoire, la documentation est un élément obligatoire, le potentiel développement d'entreprise est un élément obligatoire, la gouvernance d'entreprise est un élément obligatoire, le critère d'impact ici est un élément obligatoire et pas optionnel. Par contre, la notation crédit, la garantie, la capacité de remboursement sont des éléments qui ne sont pas sollicités ici pour pouvoir bénéficier d'une subvention. Donc, voilà un peu ce qu'on s'est dit la dernière fois. Si vous n'avez pas, vous avez pas assisté au webinaire ou que vous vouliez vous raviver la mémoire sur les définitions ou les présentations des critères d'éligibilité et une revue en détail des options de financement, nous vous invitons naturellement à regarder une fois de plus le webinaire qui est disponible sur YouTube. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas qu'on devra garder à l'esprit ces options de financement et ces critères d'éligibilité-là. Aujourd'hui, déterminer la bonne option de financement revient, en plus de connaître les options de financement, de connaître les critères d'éligibilité, de pouvoir prendre en considération les éléments de contexte propres à notre entreprise qui devront être analysés de manière critique pour s'assurer que l'option de financement auquel on veut s'adresser est la plus pertinente, tenant compte de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise et de son contexte actuel. Donc, on va commencer naturellement par avoir une vue d'ensemble de ces options, de ces éléments-là. Très rapidement, si on veut voir quelles sont les options ou les éléments à prendre en compte liés au contexte de l'entreprise, on verra qu'il faudra pouvoir analyser la situation de l'entreprise. On reviendra dessus en détail. La maturité du projet agricole, qui sera aussi un élément qu'il faudra prendre en compte dans les éléments de contexte de l'entreprise, le besoin de financement, qui est un élément de contexte qu'il faudra pouvoir prendre en compte, la faisabilité financière du projet, qui est assez intéressant à prendre en compte pour pouvoir vraiment s'assurer d'avoir la bonne option, les conditions de l'option de financement même, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conditions derrière l'option auquel l'entreprise devra se conformer, et enfin l'évaluation des éléments non financiers qui pourraient être pris en compte en souscrivant à une option de financement. Il faut préciser ici que la numérotation telle que vous la voyez là ne définit pas l'ordre d'analyse ou le poids ou l'ordre de grandeur ou l'ordre d'importance de chaque critère que nous allons ou élément que nous allons voir ensemble. Il faut considérer que tout ceci constitue un tout euh, qui convient d'analyser en bloc pour pouvoir valider l'option qui sied le mieux à notre contexte. Donc, selon votre sensibilité, vous pouvez euh, décider de commencer par analyser la maturité de votre projet avant de passer à la situation de l'entreprise. Donc, cette présentation n'est à des fins pédagogiques pour le bon binaire, mais n'a aucune relation avec le poids de chaque élément d'analyse. Donc, les éléments d'analyse étant présentés, commençons par décrypter le premier élément qui est la situation d'entreprise. Alors, quand on parle de situation d'entreprise, qu'est-ce qu'on sous-entend? Alors, quand on veut connaître, analyser la situation d'entreprise, il s'agit de s'intéresser à sa santé financière, à son orientation stratégique, en ce sens que la stratégie que l'entreprise déploie au quotidien est-elle la stratégie adéquate, alignée avec ses objectifs, et aussi s'intéresser aux ressources de l'entreprise. Donc, dans ce sens, hein, il faudra pouvoir répondre à un ensemble de questions qu'on va décliner tout de suite. La première question étant, quelles sont mes ventes et quels sont mes bénéfices? Donc, pour répondre à ces questions, naturellement, vous allez avoir recours à votre compte de résultat. Connaître ses ventes, c'est typiquement connaître si on est dans une situation de croissance. C'est-à-dire que d'une année à une autre, on a un niveau de chiffre d'affaires qui augmente. D'une année à une autre, on a un niveau de bénéfice qui augmente. Et au-delà du niveau de bénéfice qui augmente, est-ce que le bénéfice que transcrit mon résultat est aligné aux standards du secteur? Est-ce que par rapport au taux de bénéfice attendu, je réponds au minima aux standards du secteur où je suis en dessous?
Donc ça, ce sont des éléments que vous devrez pouvoir analyser. Est-ce que je gagne de l'argent ou je perds de l'argent, on va dire naturellement comme ça. L'autre élément qui sera intéressant d'analyser sur la situation d'entreprise, ce serait de pouvoir répondre à la question, quels sont les actifs que je peux mettre en garantie? Quels sont les actifs qui peuvent être utilisés en garantie? Et pour ça, vous avez recours au registre des actifs de l'entreprise. Rappelez-vous, lors du dernier webinaire, on a fortement recommandé quand on fait des acquisitions pour l'entreprise, il est toujours intéressant de mettre toutes ces acquisitions au nom de l'entreprise parce que ces actifs peuvent servir de garantie, pension de leur valeur pour pouvoir répondre à une option de financement. Donc, il y a d'autres questions comme quelle est la capacité d'endettement de l'entreprise et ça, vous allez pouvoir faire appel à votre bilan. Il sera question de voir quel est mon niveau d'endettement. Est-ce que je peux même encore m'endetter si, par exemple, je veux solliciter un recours à un financement par de la dette. Euh, il faudrait voir si la demande de financement que je soumets, par exemple, est alignée sur mes objectifs commerciaux à long terme. Naturellement, vous allez pouvoir consulter votre plan d'affaires. Et également, vous pouvez faire une auto-évaluation hein, des éléments de risque. Quel est le niveau de risque financier que je suis prêt à prendre? Donc, ça, ce sont des questions que vous devrez pouvoir répondre quand vous faites l'analyse de la situation de votre entreprise. Donc, pour pouvoir rendre nos propos ou tout ceci tangible, nous allons, tout au long de ce webinaire, faire appel à des illustrations basées sur un exemple qui porte sur deux entreprises aux profils différents. Déjà, la première entreprise, c'est la ferme Boujon, qui est une entreprise en démarrage qui fait, comme vous pouvez voir l'image, dans la position de tomates. Et la seconde entreprise, c'est Mang Sport, qui est une entreprise qui a une 10 ans sur le marché et qui est en phase de croissance exponentielle. Donc, tout au long de ce webinaire, nous aurons nos illustrations seront autour de ces entreprises pour pouvoir rendre plus concret tout ce qu'on se dira ou la manière dont on pourrait répondre à ces questions. Donc, nous avons également prévu une liste de concepts clés sur lesquels vous pourrez exploiter, qui sera question de définir un peu quelques mots-clés que nous utiliserons tout au long de nos illustrations. Notamment, on parlera de qu'est-ce qu'une entreprise en démarrage, qu'est-ce qu'on sous-entend par là, la tolérance au risque, qu'est-ce que ça sous-entend. Donc, vous pourrez les exploiter le moment venu pour pouvoir mieux comprendre les illustrations que nous faisons pendant l'explication des exemples. Pour des besoins ou des contraintes liées au temps, nous allons nous focaliser pendant toute la durée du webinaire sur l'exemple de la ferme Bougeon. Mais à la suite du webinaire, le support de présentation que je vous ai annoncé, qui vous sera partagé, euh, aura aussi toute l'analyse qu'on a faite avec la ferme Moujon répercutée sur le profil de la reprise Mangue Export. Donc, vous pourrez croiser un peu ou avoir un regard croisé de ces deux cas de figure pour pouvoir voir ce qui pourrait être intéressant pour votre profil ou votre entreprise. Donc, on essaiera de faire ces deux exemples pour vous permettre d'avoir un regard croisé et voir tout l'intérêt de faire ces différentes analyses. Donc, revenons à la situation d'entreprise telle que nous l'avons présentée. Nous avons évoqué certains nombres de questions. Reprenons la ferme de Goujon. Comme vous avez dit en entame, c'est une entreprise en démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information sur la ferme? C'est une entreprise qui est en démarrage, donc naturellement, l'historique financier ici, comme vous pouvez voir, est limité et elle a une tolérance au risque modéré. En termes de chiffre d'affaires, étant en démarrage, elle ne peut que produire des chiffres d'affaires prévisionnels. Donc, elle se projette en termes de chiffre d'affaires. Elle n'a pas de vécu, elle n'a pas de réalisation en termes de chiffre d'affaires et on serait sur une prévision de 25 000 dollars. Elle projetterait un bénéfice de 6% la première année et de 15% la deuxième année. Vous voyez que en termes de niveau de bénéfice, ça augmente, mais le chiffre d'affaires, elle pense qu'elle sera stable sur les 2 ans sur 25 000 dollars. Alors, il est aussi intéressant de remarquer que l'entreprise n'a pas d'actifs puisqu'elle est en situation de démarrage. Donc, elle ne peut pas produire de garantie proprement dite. Donc, si nous revenons à nos questionnements, euh, quelles sont les ventes, les bénéfices de l'entreprise? On aura
on pourra se prononcer n'ayant pas d'historique. On a des ventes potentielles, donc c'est une projection qui peut se réaliser ou pas. Donc là, il sera très difficile de pouvoir parler avec fermeté sur ce que va réaliser effectivement l'entreprise, mais on voit que les promoteurs ont bon espoir que le business va bien se passer. En termes d'actifs pouvant être mis en garantie, c'est clair que n'ayant pas d'actifs, il n'y a pas d'actifs à mettre en garantie. Et quelle est la structure du capital et quel est le ratio d'endettement? Euh, Là, ici, on est encore à la phase de réflexion sur le démarrage. Donc, ce n'est pas encore clairement défini par les promoteurs quelle sera la structure de capital pour pouvoir voir quel est le niveau d'endettement. Donc, explicitement dans ce cas de figure, pour une start-up, parce que régulièrement on parle d'entreprise en démarrage, on parle d'entreprise sur le statut de start-up, euh, n'ayant pas un grand bénéfice du fait de son démarrage et n'ayant pas d'antécédents financiers, les solutions de financement qui vont être les plus accessibles, ce sera des investisseurs potentiels, pas investisseurs potentiels ou encore business angels qu'on utilise souvent. Ce seront nos amis, nos parents, des proches quoi, qui nous connaissent et qui nous font confiance en tant qu'entrepreneurs, en tant que moteur d'idées, parce qu'ils connaissent peut-être nos leadership dans la communauté. C'est ça qu'on appellera ici l'investisseur potentiel. Nous aurons aussi de la subvention d'entreprise qui pourra être une solution pertinente, qui peut être envisagée en phase de démarrage, et aussi du financement interne, des économies, des fonds propres qu'on pourrait mettre pour pouvoir financer l'entreprise. Ça, c'est vraiment les solutions qui peuvent être envisagées ici. Vous voyez que l'option de la dette est difficilement envisageable parce que en balayant les questions qu'on s'est posées sur la situation de l'entreprise, on voit bien que l'absence de garantie nous exclut quasiment de l'option de faire recours à une banque. Donc, nous avons fini avec la situation de l'entreprise. Passons au deuxième élément qui est la maturité du projet. Alors, de quoi parle-t-on dans la maturité du projet? Alors, c'est juste répondre à quel stade hein, vous êtes dans le développement de votre entreprise. Hein. Euh, à quel stade vous êtes en termes de flux de trésorerie, en termes de maîtrise des risques. À quel stade vous en êtes. Parler de maturation du projet aussi, c'est parler de l'expérience d'entreprise du vécu, en termes de vécu, qu'est-ce que l'entreprise a comme vécu et expérience cumulée, et apprentissage cumulé pendant ces temps-là. Donc, il y a aussi également une série de questions qui pourraient être des sujets à réflexion pour pouvoir adresser ces éléments-là. Donc, quel est le degré d'avancement de mon projet naturellement? Il s'agit, vous avez sûrement fait une feuille de route donc, et jalonné d'étapes. Donc, c'est sur ces feuilles de route-là que vous allez voir à quel stade vous en êtes hein, par rapport au développement de votre entreprise. Euh, Comment le projet va-t-il générer des revenus ou des bénéfices? Là, vous allez faire naturellement recours aux prévisions financières, aux projections financières pour voir quelles sont les prévisions que vous faites en termes de chiffre d'affaires, en termes de trésorerie, en termes de bénéfices. Hein. Et ça, ce sera des éléments qu'il faudra pouvoir voir. Et s'il y a d'autres questions, naturellement, qui sont intéressantes d'analyser, quelle est la demande du marché? De mes produits ou de mes services. Là, naturellement, c'est faire appel à votre étude de marché si vous avez fait, aux documents historiques pour une entreprise qui a du vécu et aussi au rapport du secteur d'activité, c'est-à-dire euh, faire recours aux études qui sont disponibles, des études ayant des données fiables qui sont disponibles sur votre secteur d'activité pour pouvoir voir quelle peut être la demande de votre produit. Et, et enfin, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont les risques euh, pour la réussite de mon projet? Quels sont les risques auxquels je peux faire face? Est-ce que je suis dans une exposition élevée à un risque ou pas? Et là, ce sera plus une évaluation du risque hein, côté entrepreneur. Donc, alors, revenant à la notion hein, de maturité du projet, nous avons un webinaire hein, dédié, je crois que c'est le premier qui permettait de démystifier l'accès au financement, qui présentait un peu et qui faisait une part belle, on va dire ça comme ça, aux différentes
stades de la maturité d'un projet. Donc, globalement, il y avait quatre stades, hein. L'idée, vous avez eu l'idée, la recherche et validation de l'idée où vous allez au contact du marché pour la première fois. Après, vous avez l'expansion et la maturité. N'hésitez pas à revoir le webinaire pour avoir plus d'informations sur ces éléments-là. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait se dire à chaque fois que vous parlez de maturité projet. N'hésitez pas à quel stade ici vous vous trouvez. Ce sera l'élément central ou l'élément de réponse. Si nous revenons à notre exemple, la ferme Bourgeon. Donc, c'est un projet de tomate, comme l'a dit. Ils sont encore au stade d'idée. Ils ont des recettes prévues, un chiffre d'affaires de 25 000 dollars sont sur la prévision. Et ils ont une prévision de, de proportion de bénéfices de 6% et 15% pour la deuxième année. Ils sont confrontés à des risques de production, mais à des risques de marché. Des risques de production dans le sens où il pourrait avoir des attaques de maladies, des risques de marché dans le sens où il pourrait avoir des fluctuations sur le prix de la tomate. Alors, comment pourraient être formulées nos questions pour pouvoir voir le niveau de la maturité de l'entreprise ou du projet agribusiness? Donc, en termes de niveau d'avancement, ils sont encore à la phase d'idée, comme on l'a vu ici. Comment le pourrait être, pourrais générer des revenus? Naturellement, on a des prévisions qui ont été clairement faites et il y a des projections. Quelle est l'estimation de la demande marché? Ici, on voit qu'il serait difficile de répondre, même si on a des prévisions, parce qu'on n'a pas de données sur une étude complémentaire sur le marché. Donc ça laisse quand même une zone d'ombre en termes de potentialité de développement. Sinon, comme on s'est dit dès l'année de la situation de l'entreprise, ils pensent que la première et la deuxième année, ils auront un chiffre d'affaires constant. Et enfin, quel est le niveau de risque? On va voir que l'entreprise est soumise à deux risques, le risque de marché et le risque de production. Donc, dans cette perspective-là, le fait qu'il soit soumis à ces risques, par exemple, et qu'il n'est pas, il puisse pas se prononcer de manière très claire sur leur capacité de croissance, l'option de financement par l'investissement d'investisseurs providentiels et la subvention à la création d'entreprises ou du financement interne restent des options euh, envisageables. Donc, ce restent des options pertinentes, même si on a ces doutes-là, on reste toujours éligible à ces trois types de financement, mais on constate clairement que l'option du prêt à court à long terme est complètement à abandonner parce que là, on a encore des difficultés à pouvoir répondre, par exemple, aux critères de capacité de remboursement qui est très cher aux banques et microfinances, hein, qui financent. Donc, ici, euh, à l'autre critère ou d'autres éléments d'analyse qui est le besoin financier. Parler de besoins financiers, ça revient à répondre à, à répondre à quel est le montant que je souhaite pour le prêt, quel est le calendrier auquel je souhaite avoir le financement, quelle est la durée du financement requis, et quels sont les objectifs même du financement. Et pour ça, il faudra pouvoir répondre à la question à quoi va servir le financement. Et ça, vous avez votre budget que vous avez élaboré naturellement de votre projet. C'est ça qui vous permettra de répondre à la question à quoi va servir le financement. Quel est le montant du financement? C'est également votre budget plus vos prévisions financières qui permettront de déterminer le montant du financement dont vous avez besoin. Euh, Quand avez-vous besoin du financement? Naturellement, c'est le calendrier de votre projet, le plan d'action ou votre plan de mise en œuvre de votre projet. Euh, S'agit-il d'un besoin court terme ou long terme? C'est aussi le calendrier de votre projet ou le calendrier que vous avez inscrit dans votre plan d'affaires. N'oubliez pas qu'on avait, c'était dit que besoin long terme, ce sont les dépenses d'exploitation. Besoin long terme, ce sont les dépenses d'investissement, autant pour moi, et besoin court terme, le plus souvent, ce sont les dépenses d'exploitation notamment comme les salaires, l'achat d'intrants et bien d'autres. Donc, ceci étant dit, si nous faisons référence une fois de plus à notre exemple de la ferme Bourgeon, on verra que le besoin financier, c'est pour concrétiser l'idée. Là, ils l'ont dit clairement. Là, ils sont en train de rechercher 6 000 dollars, particulièrement pour financer le besoin en fonds de roulement. Par besoin en fonds de roulement, ils entendent l'achat de semences hybrides de haute qualité, les salaires, le traitement du directeur général de la ferme et du personnel. Voilà les éléments qu'ils veulent pouvoir financer euh, avec les 6 000 dollars.
Donc, nos questionnements. À quoi servira le financement du projet? C'est pour pouvoir concrétiser l'idée, proprement dit, et pouvoir finançant les dépenses d'exploitation. Euh, Quel est le montant du financement nécessaire pour les semences et pour le besoin d'un fonds de roulement globalement, on a dit 6 000 dollars. Et dans ce cas de figure, nous verrons que les 6 000 dollars sont assez, c'est un montant pas très élevé. Donc, jusqu'ici, euh, la solution du financement par subvention de démarrage reste toujours pertinente. La solution de l'investisseur potentiel ou providentiel reste toujours pertinente. Par contre, la solution du financement interne commence à être problématique. Du fait même de de la concrétisation de l'idée, nous n'avons pas encore de fournisseur. Donc, il serait compliqué de penser à des délais de paiement fournisseurs. Nous n'avons pas encore de clients. Il serait compliqué de penser à la concrétisation à des avances clients et encore moins des bénéfices parce qu'il faudrait pouvoir réaliser les premiers bénéfices pour pouvoir les réinjecter. Rappelez-vous, l'autofinancement étant une réinjection du bénéfice qu'on a réalisé tout au long de la vie d'entreprise. Donc, étant à la phase de concrétisation de l'idée, il ne nous reste que deux options. Les plus pertinentes options qui restent sont la subvention de démarrage et faire recours à un investisseur potentiel. Donc, quand nous avons validé ces éléments, on passe à un autre critère hein, qui est la faisabilité financière. Donc, la faisabilité financière, à quoi fait-on allusion? Déjà, quand vous faites parler de faisabilité financière, c'est pouvoir voir, par exemple, le retour sur investissement, l'impact. Est-ce qu'on est en capacité de réaliser tous les challenges qui tournent autour de ce financement? Et de pouvoir satisfaire toutes les parties prenantes, notamment quand on parle de retour d'investissement. Et là, il y a des questions à se poser. Quel est le retour sur investissement prévu pour chaque option de financement? Donc, vous allez avoir le modèle financier, c'est vos prévisions financières un peu plus élaborées, avec une analyse des scénarios possibles, hein, des calculs un retour sur investissement, c'est-à-dire si quelqu'un mettait un certain montant pour chaque franc investi dans votre entreprise, qu'est-ce que gagnerait la personne qui a accepté d'investir avec vous? C'est un peu ça la notion de retour sur investissement. Quel est l'engagement que vous prenez en lui disant pour un franc investi dans mon entreprise, je te promets de te rémunérer à hauteur de tel montant. Donc ça sera un peu ça qu'il faudra pouvoir voir. Quel est l'impact de chaque offre de financement sur la trésorerie? Donc ici, naturellement, c'est vos prévisions financières, c'est de voir si l'option que vous sollicitez vous permettra de couvrir, par exemple, l'exemple, vous aurez toujours une trésorerie positive en sélectionnant une option. Si, par exemple, on serait sur un prêt, c'est de voir si on pourrait supporter les mensualités de ce remboursement-là. Ça, c'est des éléments qu'on prend pour pouvoir voir l'impact de l'option de financement sur mes flux de trésorerie. Et enfin, une autre question il serait intéressant d'analyser, quelles sont les principales hypothèses et sensibilités du financement. Donc, à ce niveau, vous faites une analyse de sensibilité. Si le prix de la marchandise, de la matière première ou le prix de vente venait à varier, est-ce que je serais à même encore de pouvoir honorer à mes engagements? Si le taux d'intérêt venait à varier, est-ce que je serais à même encore de pouvoir honorer à mes engagements de remboursement? Ça sont des hypothèses que vous pouvez mettre en place et challenger votre capacité à répondre ou à respecter vos engagements malgré ces variations-là. Donc, si nous revenons à l'exemple de la ferme, Bougeons, voilà, elle se retrouve dans une, une opportunité ou face à une opportunité de financement, elle se dit, il faudrait que j'aille chercher, par exemple, 60 000 dollars. Donc, et pour pouvoir être sûr de couvrir toutes les dépenses initiales, y compris le fonds de roulement. Elle dit, OK, il me faut aller chercher 60 000 dollars. Et dans sa démarche, elle tombe sur deux solutions envisageables. Son chiffre d'affaires reste le même, hein. Le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est 25 000 dollars. Le bénéfice, c'est 6% de 25 dollars, ça fait 1 500 dollars pour la première année. Et la deuxième année, c'est 15% de 25 dollars, ça fait 3 750 dollars de bénéfice pour la deuxième année. Alors, dans sa démarche, la fin, Boujon tombe quand même sur deux options possibles. Dans la première option,
C'est une subvention de démarrage de 20 000 dollars n'entraînant pas de compte partie dans les capitaux propres, dont il n'y a pas de prise de participation, ils n'ont pas d'intéressement à donner en termes de prise de participation dans l'entreprise, de participation à gouvernance de l'entreprise. Il n'y a pas d'engagement dessus. Toutefois, ils ont l'obligation de démontrer la viabilité financière à long terme de leur projet pour pouvoir bénéficier des 20 000 dollars. Et une seconde option, ce serait un investisseur providentiel qui leur propose 60 000 dollars. Donc, il leur propose ce qu'ils pensent, ils sont en train de rechercher. Mais en termes de pouvoir de décision, il a un pouvoir de décision de 20% d'un capital propre et, et il souhaite avoir un résultat de 100 000 dollars à la troisième année, ce qui reviendra à dire à la troisième année de passer d'un chiffre d'affaires de 25 000 dollars à au moins 600 000 dollars si on considère que le bénéfice représenterait toujours 15% du chiffre d'affaires. Donc, voilà un peu. Et là, vous voyez qu'il faut maintenant pouvoir voir est-ce que c'est faisable. Donc, quel est le retour sur investissement? Naturellement, on l'a vu ici, l'investisseur providentiel lui dit à 3 ans, vous devez me faire 100 000 dollars. Donc, il y a une réponse là-dessus. Euh, Est-ce que en prenant le financement de la banque et en réalisant qui est 20 000 dollars, qui est en deçà des 60 000 dollars qu'ils souhaitent, et en réalisant un chiffre d'affaires de 25 000 dollars, ils pourront toujours couvrir le fonctionnement des 2 ou 3 premiers mois. Alors, ça, on ne peut pas se prononcer clairement dessus parce qu'on n'a pas euh, les détails sur tous les éléments qui pourraient naître parce que en passant de 6 000 dollars, pensez aux besoins initiaux, c'était de 6 000 dollars à 60 000 dollars. Vous comprenez qu'il y a d'autres dépenses qui pourraient n'avoir pas été mises en avant ici. Il serait difficile de répondre là-dessus. Donc, les, les deux options, que ce soit l'investisseur providentiel ou la subvention, restent envisageables, mais la faisabilité est un élément sur lequel il faudrait pouvoir approfondir la réflexion pour pouvoir se décider. Donc, les deux options sont toujours viables, mais en termes de faisabilité, pouvoir passer de 25 000 dollars à 600 de chiffre d'affaires, ça, c'est un vrai défi, vous conviendrez avec moi. Et ça, il faudrait pouvoir creuser encore pour voir si vraiment, bien que ce soit alléchant, c'est intéressant. Avoir une subvention de 20 000 dollars et réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 dollars pourrait être une solution, mais il faudrait pouvoir creuser pour voir si c'est vraiment la solution adoptée. Si en acceptant ces 20 000 dollars de subvention, on arriverait à avoir une entreprise pérenne. D'autant plus qu'il faudrait pouvoir démontrer la, la durabilité du projet de l'entreprise. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce qui est l'étude de la faisabilité du projet sur le plan financier. Les conditions de financement. Alors, quand on parle de conditions de financement, c'est les conditions, c'est le coût, le risque qu'on peut avoir autour du financement ou de l'obfinancement. Et pour ça, il y a des questions, notamment quels sont les taux d'intérêt, quels sont les frais associés ou les frais à mobiliser pour le remboursement du prêt. Donc, du coup, si vous êtes sur un prêt dans dans une institution financière, c'est l'offre de prêt qui vous donnera tous les détails en termes de taux, de frais de dossier, d'échéancier, de pénalité de retard, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'éléments qui pourraient graviter autour du prêt. Donc, quel est le pourcentage de fonds propres que je devrais céder si vous faites recours à un investisseur providentiel? Quelle est sa prétention en termes de contrôle de votre entreprise, on va dire ça comme ça. Et là, vous aurez naturellement le document qui sera intéressant de pouvoir exploiter, ce serait le pacte d'associés ou le pacte d'actionnaires. Le pacte d'associés, c'est dans le SARL le plus souvent. Le pacte d'actionnaires, c'est quand vous avez une société anonyme. Mais c'est le même document de non-changement par rapport au type, au nom, l'appellation des investisseurs ou des propriétaires de l'entreprise ou des investisseurs providentiels. Donc, autre élément qu'il faudrait pouvoir questionner, quelles sont les exigences en matière de reporting, le rapport et les restrictions concernant l'utilisation des fonds. Naturellement, quand c'est de la subvention, il y aura des exigences, des restrictions, ouais,
contraintes de redevabilité en termes de rapport qu'il faudra pouvoir prendre en considération, voir si on a capacité à s'arrimer à ces éléments-là. Et là, vous ferez naturellement, ces éléments sont disponibles dans la proposition ou l'appel à projet que vous aurez consulté, qui sera publié pour pouvoir avoir des potentiels soumissionnaires. Alors, une autre question, c'est quel est le niveau de risque financier ou de perte de contrôle je suis prêt à accepter? Et ça, c'est une auto-évaluation critique, hein. C'est vous qui faites votre propre évaluation pour voir ce que vous êtes prêt à concéder. Donc, ça dépend en plus de vous en tant que propriétaire ou promoteur de l'entreprise. Donc, si nous revenons au cas de la ferme Bougeon, voilà, donc ici, elle a encore cogné à la porte à une autre solution ou à d'autres éléments. Elle a une option de subvention de démarrage à 6 000 $. Elle revient à l'idée initiale de partir avec 6 000 $ pour le lancement de son entreprise. Mais il y a un guichet qui peut lui offrir cette subvention avec pour obligation de donner la priorité au recrutement des jeunes et des femmes. Et il faudrait au moins 20 emplois et un rapport mensuel. Donc, ça, ce sont les critères pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Et vous voyez qu'il y a un rapport mensuel en termes de redevabilité, de reporting, et il y a un target ou un résultat attendu en termes d'emplois créés. Donc, voilà une option qu'elle a. Une seconde option serait toujours avec un investisseur prudentiel local d'avoir 6 000 $ également. Mais celui-là, celui-ci demande une participation de 15% dans le capital d'entreprise. Donc, il veut 15% des actions de l'entreprise. Ce qui est assez intéressant. Toutefois, les actionnaires historiques d'Affaires Bougian craignent de perdre le contrôle de l'entreprise. Donc, pour eux, ils sont prêts à tout, mais ils souhaitent avoir l'assurance de garder le contrôle de l'entreprise. Donc, si nous passons au crible de nos questionnements, comme nous l'avons vu tantôt, euh, est-ce qu'il serait évident de pouvoir respecter les conditions d'emploi des jeunes qu'il y a dans le document? Euh, c'est possible. Maintenant, est-ce que il faudrait plutôt analyser la solvabilité de ce recrutement? Est-ce qu'en absorbant le niveau d'activité de 25 $ pour absorber les 20 emplois? C'est plus ça la question qu'il faudra pouvoir répondre ici, mais c'est une faisabilité. Euh, c'est moins compliqué que de passer de 25 000 $ de chiffre d'affaires à 600 000 $. Donc, existe-t-il des restrictions susceptibles d'entraver votre activité? Donc, à ce niveau, il n'y a pas de restriction proprement dite sur aucune des parties n'a fait une restriction. Donc, mais toutefois, gardant à l'esprit que les promoteurs ou les actionnaires historiques d'Affaires Noujon veulent pouvoir garder le contrôle de leur entreprise, euh, il va de soi que ici, si on ne reste que sur ces éléments d'analyse, la subvention de démarrage de 600 000 $ est le meilleur choix possible parce que ça permettra, la firme pourra remplir ces conditions-là et les promoteurs seront sereins quant à la problématique de perte ou pas du contrôle de leur entreprise. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur ces éléments liés à conditions de l'option de financement. Maintenant, abordons le dernier élément qui est assez intéressant, c'est l'évaluation des éléments non financiers, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on s'est dit, qui sont purement des chiffres, des calculs, des éléments monétaires. Il peut y avoir autour de l'option de financement des éléments non financiers. Alors, par ces éléments non financiers, on entend quelles sont les conditions de soutien, hein, restrictions supplémentaires imposées par le financeur. Donc, à ce niveau, en termes de questionnement, s'il s'agit à vous de répondre à ces questions, c'est plus à vous de répondre à ces questions. Est-ce que j'ai besoin d'une assistance technique, par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'un mentor? Est-ce que j'ai besoin de connecter à un réseau? D'accord. Et là, vous pourrez consulter votre document d'amélioration ou faire une auto-évaluation de vos faiblesses naturellement et voir si vous avez besoin d'une aide externe. Existe-t-il des restrictions en termes d'utilisation des fonds? Ça, il faudra pouvoir voir les conditions de financement pour voir s'il y a des restrictions.
Et puis, il faudra aussi pouvoir questionner hein, la mission du financeur, correspondre à vos valeurs. Est-ce que vous pouvez cohabiter avec celui qui vous finance? Est-ce que les valeurs qu'il prône sont les mêmes? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces éléments-là non financiers? Est-ce qu'il y a le feeling, comme on dit souvent au premier contact, en échangeant, est-ce que vous avez senti le feeling? Est-ce que vous avez senti que en termes de relations humaines, il est intéressant de faire chemin avec cet investisseur providentiel, par exemple. Donc, là, vous aurez le site Internet, vous aurez aussi des commentaires hein, que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux sur l'investisseur providentiel, par exemple, si c'est ce cas de figure. Alors, si on revient à notre ferme Bougeon pour illustrer ces propos. Donc, dans le cas de la ferme Bougeon, il y a un élément qui s'est ajouté. L'investisseur providentiel hein, s'engage à fournir une assistance technique, ça c'est un autre élément, et également un accès au marché local et international. Vous vous rappelez quand nous faisions l'analyse de l'entreprise au niveau euh, de sa maturité, la maturité du projet, nous avons identifié deux risques. Le risque de production et le risque de marché. Donc, l'assistant technique ici vient quelque part résoudre le risque de production et l'ouverture, l'accès à de nouveaux marchés vient résoudre le risque de marché. Donc, donc si nous nous posons des questions sur le besoin ou pas d'une assistance technique, la réponse est oui. La ferme Jean a besoin d'une assistance technique pour pouvoir mitiguer ses risques de production. Euh, Existe des restrictions quant à l'utilisation de fonds? Non, il n'y a pas, il n'a pas formulé de restrictions. Donc, d'ici ici, si nous voyons que tenant compte du fait que l'assistance technique est un élément à plus-value qui permettrait une meilleure expansion et qui permettrait peut-être de dépasser les 25 000 dollars prévisionnels, on dira ici que l'investisseur potentiel qui apporte un soutien technique et un marché est la meilleure option de financement pour notre entreprise. Donc, voilà un peu ce que on pourrait dire là-dessus. Mais toujours est-il qu'il faudrait pouvoir s'assurer qu'il y a un feeling avec l'investisseur potentiel. Ça, c'est important, une relation humaine qui vous pensez pouvoir être saine. Est-ce que vous avez eu un bon feeling dès le premier contact? Ça, c'est des éléments à vérifier. Et c'est du ressenti plus qu'autre chose. Donc, si il faudrait faire une synthèse, donc essayons de faire un récapitulatif de ce qu'on s'est dit tout au long de cette partie, c'est les éléments clés pour pouvoir vraiment sélectionner l'option de financement qui sied à votre entreprise. Il faut pouvoir prendre en compte non seulement euh, les critères d'éligibilité, mais aussi les éléments de contexte autour de l'entreprise pour sur lequel vous ferez des analyses pour pouvoir choisir la meilleure option et réduire le risque d'échec. Notamment, il s'agira de faire le point sur la situation de l'entreprise, sur la maturité du projet agricole, sur le besoin financier, sur la faisabilité financière du projet. Est-ce qu'on peut vraiment absorber le financement qui nous est consenti sans avoir du stress, on va dire ça comme ça, sur les conditions de l'option de financement. Est-ce que, euh, en toutes circonstances, connaissant les risques que nous avons, nous pourrons répondre euh, positivement ou respecter tous les engagements que nous avons pris en souscrivant à cette option de financement. Et enfin, les éléments non financiers, on vous a dit le feeling, le premier contact, est-ce que j'ai besoin d'assistance technique, est-ce qu'il y a un réseau derrière, Euh, est-ce qu'il y a un mentorat derrière, est-ce que les valeurs de celui qui vient avec son financement sont en adéquation avec les valeurs en tant que dirigeant ou en tant que promoteur d'entreprise, même les valeurs de l'entreprise même, y compris les valeurs que vous voulez partager avec votre personnel? Ça, ce sont des éléments qu'il faudra pouvoir prendre en compte en termes d'éléments non financiers pour pouvoir choisir l'option. Alors, comme conseil pratique, nous dirons de toujours planifier dès le début, dès le lancement de votre entreprise, euh, la question de choisir une option de financement elle se fait de manière proactive. Donc, dès le début de votre entreprise, il serait intéressant pour vous de avoir déjà la culture. Vous avez vu les éléments de budget, pouvoir avoir la culture de formaliser ou de structurer des éléments de budget pour pouvoir faire preuve de prévoyance, anticiper au maximum les événements pour pouvoir ne pas être surpris par un besoin financier. Donc, connaître votre besoin financier naturellement
Ça suppose préparer des budgets, des calendriers d'exécution avec des budgets bien précis, décomposés dans le temps, savoir à quel moment on aura besoin d'un financement, par exemple. Se connecter à un réseau. Comme on l'a dit la dernière fois, l'entrepreneuriat n'étant pas une activité isolée, il est toujours bon d'être autour d'une communauté virtuelle ou physique, mais pouvoir échanger pour pouvoir voir les opportunités et voir partager des expériences ou avoir des contacts avec des potentiels financeurs ou bailleurs de fonds. Donc, euh, dossier complet, c'est dès le démarrage de votre entreprise ou dès le moment où vous faites ce webinaire, pensez déjà à structurer votre gestion en documentant tous les éléments qui contribueront à démontrer que vous répondez aux critères d'éligibilité et aussi analyser que les éléments de contexte sont alignés pour pouvoir solliciter l'option de financement que vous avez choisie. Donc, demander naturellement l'avis d'experts, c'est demander notre avis comme nous, mais aussi pouvoir échanger avec votre banquier, de pouvoir lire, participer à ce type de webinaire, de pouvoir lire les articles, publications que vous pouvez trouver sur le site du Coléat sur la problématique de l'accès au financement. C'est ça qu'on se fait l'avis d'expert. Donc, c'est pas forcément payer le service de consultation de l'expert. Donc, voilà un peu présenté. Brice, je te laisse la parole pour les prochaines étapes. Ah, Ouais, merci beaucoup, Claude. Merci pour ton intervention et toutes les explications que tu nous as fournies avec un contexte assez détaillé. Merci beaucoup. Voilà, il est 15h01, donc je vais faire rapide et je vais effectuer un bouclage. Donc, le premier webinaire était sur la recherche des options de financement. On a parcouru 4 plateformes où étaient listées des sources de financement qui pourraient être accessibles pour des projets agricoles comme les vôtres, on imagine. Le deuxième webinaire, on a bien compris quelles sont les différentes options de financement. Aujourd'hui, on se focalisait sur quelles sont les sources de financement ou les options de financement qui sont les plus pertinentes pour notre projet. Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour grâce à toi, Claude. Encore merci. La semaine prochaine, le dernier épisode sur la façon d'engager un dialogue avec les sources de financement. Je vous invite à vous inscrire. Le lien est partagé dans le chat actuellement. Et ce sera l'occasion de clôturer cette série tous ensemble. Et on essaiera vraiment de vous donner des conseils très pratiques pour voir comment concrètement contacter ces sources de financement. On sait qu'elles parlent un langage particulier, donc on va essayer de vous former là-dessus pour maximiser vos chances de sécuriser un financement. Voilà, un grand merci à toi, Claude. Si on passe à la slide suivante, euh, celle-ci est présente juste pour vous informer que ici, nous nous focalisions sur l'accès au financement. Le Colide a développé pas mal de ressources sur cette thématique. Donc, on a des cours en auto-apprentissage sur le business plan, donc le plan d'affaires. On a aussi des cours en auto-apprentissage sur le plan financier qui arrivent. On a des cours collectifs. N'hésitez pas à candidater pour obtenir un cours collectif et pour obtenir un soutien expert aussi. Ça, c'est sur la partie accès au financement, mais on offre aussi toute une série de cours et de matériel de formation sur les compétences business de façon générale, donc gestion d'entreprise, marketing, ressources humaines, vente. Voilà, on a du matériel de cours et de formation sur tous ces sujets. Et il est à votre disposition, en tout cas pour les cours en auto-apprentissage, il est disponible librement. Il suffit de vous inscrire sur notre plateforme et vous aurez accès à tous nos matériels de formation. Donc, si vous avez un besoin sur ces thématiques, je vous invite vraiment à cliquer et à suivre ces formations. Voilà. Je vous remercie vraiment pour votre participation aujourd'hui et vous demande la faveur suivante qui est de nous aider à nous améliorer et en nous donnant votre avis de 2 façons différentes. La première, c'est en nous répondant simplement ici au sondage qui va apparaître sur votre écran si vous avez appris ce que vous vouliez apprendre. Ça, c'est le premier niveau, juste oui, non. Et ensuite, nous allons vous envoyer un email de suivi avec un lien vers un formulaire très très simple
qui vous donne l'occasion de nous donner un peu plus de commentaires, et un peu plus de contexte sur ce que vous avez apprécié, ou ce que vous auriez aimé voir apparaître durant le webinaire d'aujourd'hui. C'est vraiment super important pour nous d'obtenir vos opinions. C'est ça qui nous permet de modifier le matériel de formation, de créer des nouveaux webinaires et de répondre à vos besoins. Donc, merci déjà pour tous ceux qui nous répondent d'habitude et je vous encourage vraiment à continuer à nous répondre. Voilà. Donc ici, le petit sondage qui apparaît à l'écran. Donc, ce webinaire vous a-t-il aidé à apprendre ce que vous vouliez apprendre? Voilà, soit oui, j'ai appris tout ce que je voulais, ou alors en partie, mais j'ai encore des questions, et alors n'hésitez pas à les préciser, ou alors non, vous n'avez malheureusement pas appris ce que vous vouliez. Donc, je vous invite à répondre. Moi, je réponds également. Voilà. Par contre, je n'ai pas accès aux réponses en live. Caroline Waiting, je vous invite à intervenir si vous le voulez. Sinon, on peut clôturer le vote pour obtenir les réponses et passer à questions-réponses. Maintenant, on va prendre un petit moment pour répondre à vos éventuelles questions. Ceux qui doivent nous quitter, merci d'avoir été présents. Ceux qui veulent rester encore quelques minutes pour assister à la session de questions-réponses, eh ben, on vous invite à rester. Merci de poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet, donc qui apparaît en dessous de votre écran avec l'intitulé Q et A. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on va les parcourir ensemble avec Claude. Voilà, on a une première question qui nous a été posée pendant le webinar, qui est de la part de Madame Abdou Fall, euh, du Sénégal, qui aimerait savoir si son entreprise est conforme avec les critères de financement, est-ce qu'elle est apte à recevoir un financement et quelle serait la durée du traitement du dossier. Voilà, merci pour cette question. C'est une question, je pense que beaucoup de personnes se posent. Évidemment, ce qu'on a essayé de faire durant ce webinaire, c'est d'apporter tous les éléments qui vous permettent vous-même de juger de l'aptitude de votre projet à recevoir un financement. Donc, est-ce que vous répondez aux critères oui ou non? Bah, nous, n'ayant pas de connaissance de votre situation, c'est difficile d'y répondre, mais on espère que le webinaire vous a amené un peu d'éléments de réponse. Quelle serait la durée de traitement du dossier? Bah, ça, je vais pouvoir donner un ou deux éléments de réponse et Claude, je te laisserai compléter. Mais la durée est très variable en fonction de si vous avez déjà tous les documents préparés ou non, ou alors si euh, la source de financement revient vers vous en vous disant, ah, il me manque tel ou tel document. Voilà, donc au plus vous êtes préparé, au plus la durée sera limitée. Aussi, au plus vous vous adressez à la source de financement la plus pertinente pour vous, au plus la durée sera limitée. Donc, d'où l'importance de sélectionner l'option de financement qui vous correspond le mieux. Claude, si tu veux compléter, je t'invite à nous rejoindre. Non, c'est juste c'est exactement ce que tu as dit. La durée peut être très variée, mais c'est votre capacité à anticiper et à avoir une discussion assez avancée avec euh, le gestionnaire du guichet de financement que vous avez sollicité qui vous permettra d'échanger avec les experts entre autres, les gestionnaires des guichets de financement vous permettront d'anticiper le maximum possible sur les éléments à produire selon l'option que vous avez choisie et c'est ainsi que vous gagnerez du temps. Donc, d'une banque à une autre, ça va varier, du microfinance à une autre, ça va varier, d'un investisseur impact à un autre, ça va varier. Donc, il serait difficile de donner une estimation comme ça. Mais si vous êtes proactif, vous anticiperez, vous pouvez gagner 50% du temps, le plus souvent. 50% du temps, vous pouvez gagner en anticipant sur les éléments qui vous seront demandés. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on a davantage de questions. On a eu des questions de la part de personnes parlant anglais. Euh, les webinaires ont également été donnés en anglais. So those webinars were also given in English for those of you who speak only English. And you can find them on our YouTube playlist. And you will find all the information over there. Donc, ça, c'était pour ceux qui parlent anglais. Maintenant, je vois qu'on a une nouvelle question qui arrive de Landry en provenance du Burundi qui nous demande si nous donnons du cash ou si nous aidons à développer des modules parce que Landry travaille sur un training center. Euh, Landry, non, le Colide ne fournit pas de soutien financier en direct.
Par contre, ce qu'on fait, c'est du renforcement de capacité, comme via le webinaire d'aujourd'hui ou via les matériels de formation qu'on met à disposition. Si vous soumettez une candidature pour de l'assistance technique et que vous répondez aux critères, nous pouvons et aussi vous consacrer un expert qui va venir vous aider dans vos activités. Donc pour ça, il faut se rendre sur le site du Colide et postuler, donc candidater à du soutien en assistance technique. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je regarde en même temps le chat. Euh, alors, oui, on a encore quelques questions. Donc, existe-t-il des mécanismes de financement spécifiquement dédiés aux jeunes chercheurs ou entrepreneurs? Donc, ici, on a, pour adresser la question des chercheurs, donc ici, on a orienté la série de webinaires principalement sur des activités commerciales, donc pour des personnes qui ont un projet à but lucratif. Je ne sais pas si les chercheurs tombent dans cette catégorie, et a priori, peut-être que c'est une catégorie un peu distincte. Donc, il existe des mécanismes de financement ou des options de financement pour tout type de projet, mais ça demande en effet des recherches. Ici, la vocation du webinaire n'était pas spécialement de cartographier tout ce qui existe, mais de vous donner des clés de compréhension pour que vous puissiez vous-même après effectuer les recherches. Alors, en ce qui concerne les financements pour les jeunes entrepreneurs, Claude, je te laisserai compléter, mais il existe effectivement des organismes qui fournissent du financement pour des projets en démarrage. Il existe aussi, donc ce financement, il peut exister sous forme de prêts convertibles ou alors de subsides, mais il est très dépendant du contexte géographique et du secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc pour nous, ce n'est malheureusement pas possible de vous donner des noms directement utilisables, mais oui, il existe des bourses qui aident les entrepreneurs à se lancer, il existe des prêts qui aident les entrepreneurs à se lancer. Claude, si tu veux compléter, n'hésite pas. Bon, en termes de bourse qui peut aider un entrepreneur à se lancer, nous avons initiative, une association internationale, hein, IECD, qui travaille justement sur la question d'accompagnement des entrepreneurs en collaboration avec des multinationales. Ils vont travailler sur la partie incubation et derrière, ils peuvent vous mettre en relation ou ils organisent des prix de récompense pour pouvoir financer votre projet à la suite d'un parcours de formation que vous aurez suivi. Donc, je pourrais Mhm. dire qu'ils interviennent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, en RCA. Donc, ceux-là particulièrement, ils sont focus sur l'agriculture. Ils ont des projets sur l'accompagnement des entrepreneurs agricoles. Donc, ça, c'est celui que je dirais de mémoire comme ça. Merci Claude. De manière générale, un commentaire qui devrait vous aider dans cette démarche, c'est que au plus vous arrivez à présenter votre projet, à expliquer où vous en êtes, à démontrer les progrès que vous avez déjà réalisés, au plus facilement vous serez éligible à tout type de financement. D'où l'importance de la formalisation et de la documentation. Si vous êtes capable de communiquer cette information via un email, via une présentation, via un court document Word ou PDF, c'est beaucoup plus facile que d'avoir à avoir une présentation, avoir une conversation avec l'astro de financement. C'est beaucoup plus facile d'envoyer un email à 10 personnes différentes avec le même matériel de présentation qui va bien expliquer où vous en êtes et ce que vous recherchez, que de contacter ces 10 personnes en présentiel de façon distincte. Donc, on vous invite vraiment de manière générale, si vous voulez avoir accès à du financement, à être capable de démontrer par écrit où vous en êtes dans votre projet, ce que vous avez déjà accompli, ce que vous recherchez et dans quelle mesure le financement que vous recherchez va vous aider à avancer, à aller plus loin, à engranger des résultats. Donc ça, c'est je pense, un conseil qui s'applique à toutes les situations d'entrepreneurs et de MPME dans le secteur agricole et tous les autres secteurs d'ailleurs. On a encore une question qui me paraît intéressante. Comment obtenir un financement pour la création et installation des unités de transformation pour la fabrication des aliments à partir de matières premières agricoles comme une entreprise produit? Elle intervient dans toutes les chaînes de valeur agricole. Alors,
Dans cette question, ce qui me semble intéressant, c'est la partie unité de transformation. Alors, il faut savoir que la transformation de matières premières, c'est quelque chose, donc c'est une activité qui est à forte valeur ajoutée, et donc c'est une activité qui va fortement intéresser les sources de financement. Donc, c'est une activité qui va avoir plus de facilité à attirer du financement que, par exemple, la création de matières premières. Aussi, généralement, parce que la transformation des aliments permet d'obtenir des aliments qui sont moins risqués. Donc, si on compare une mangue fraîche à, par exemple, de la pulpe de mangue ou de la mangue séchée a une durée de vie beaucoup plus élevée que de la mangue fraîche. Donc, c'est moins risqué. Et donc, pour les financeurs, c'est plus intéressant parce que ils savent qu'ils ont plus de chances de récupérer l'argent qu'ils vous ont prêté. Donc, de manière générale, on encourage tout ce qui est transformation de matières premières parce que c'est une activité à forte valeur ajoutée, donc qui va créer beaucoup de valeur localement et qui va aussi intéresser les sources de financement parce que ça crée beaucoup de valeur et que elle est liée à un risque plus faible. Voilà, Claude, si tu veux compléter cette réponse, je t'en prie. Ouais, je dirais que ce qui vous manque ou ce que je dirais à court terme, c'est un businessman solide parce que là, vous êtes vraiment dans une phase, vous passez à un certain niveau. C'est cohérent, tel que vous expliquez avec votre développement. Nous sommes dans un élément cohérent. Stratégiquement, c'est très cohérent. Il faut juste, à ce moment, cogner aux portes des financements. Je pense qu'il faudra actuellement au stade, si je prends tel que vous le dites, c'est l'élément qui faut constituer là maintenant et pouvoir financer très. Claude, malheureusement, ta connexion ne nous permet pas de t'entendre correctement. Je vais compléter. Si tu peux montrer la slide numéro 6, ça me permettra de compléter ta réponse. Donc, en fait, pour tout projet, il est nécessaire pour obtenir un financement d'avoir un business model viable, c'est-à-dire un business model un modèle d'affaires qui vous permet de créer de la valeur, donc de démontrer que vous arrivez à créer de la valeur. Ensuite, une fois que vous avez un modèle qui crée de la valeur, il faut faire un plan sur plusieurs années et expliquer comment est-ce que vous arriverez à développer vos activités et créer de la valeur à court, moyen et peut-être même long terme. Et ça, vous pouvez l'expliquer dans le business plan. Et je vous invite à aller voir le webinaire Démystifier l'accès au financement qui parle du financement, du business plan. Et je vous invite aussi à aller voir notre cours en auto-apprentissage qui est disponible pour tout le monde de façon gratuite sur comment établir, rédiger son business plan en tant que projet agricole. Donc le business plan, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est d'avoir un plan financier qui documente de façon chiffrée, selon des codes déjà existants, euh, quels sont les bénéfices que vous allez engranger grâce à cette activité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder le webinaire Démystifier l'accès au financement pour les projets agricoles parce que je pense qu'il va pouvoir vous aider à mieux comprendre quelle est cette démarche de l'accès au financement et combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça demande. Voilà, vous trouverez toutes ces informations dans le webinaire. Voilà, je vois que il est 15h20, donc on va clôturer ce webinaire. Je tiens encore une fois à remercier tout le monde pour sa participation. N'hésitez pas si vous avez des retours, du feedback. Merci de prendre le temps de compléter notre petit sondage qui va vous être envoyé. L'enregistrement va vous être envoyé également avec toutes les slides, donc avec toutes les diapositives, donc davantage de diapositives que celles qui vous ont été montrées aujourd'hui pour vous donner davantage de matériel et de contexte sur le sujet qui nous occupait aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à vous enregistrer pour le webinaire de la semaine prochaine, qui sera donc pour vous donner les clés d'en- pour vous engager avec les sources de financement. Donc, pour démarrer des conversations, pour les convaincre de vous fournir du financement. Et il aura lieu mercredi prochain dans l'après-midi. Voilà, un grand merci à tout le monde. Merci à Claude, merci à Waiting, merci à Caroline. Et je vous dis à la semaine prochaine.